Vous en avez assez d'être seul? Vous souffrez de l'isolement à cause de la pandémie? Peut-être au contraire, éprouvez-vous un singulier plaisir à vivre en marge du monde et à profiter de cette solitude? Imaginez Toussaint Cartier, l'ermite qui vécut 40 ans sur une île déserte du Saint-Laurent. Déjà de son vivant, les contemporains étaient fascinés par son choix radical de vie. Même après sa mort, la postérité a continué à s'interroger sur le choix de cet homme et sur ses motivations, tant et si bien qu'il est devenu très rapidement un personnage littéraire. Encore aujourd'hui, la voie privilégiée pour connaître Toussaint Cartier reste la littérature. Alors c'est justement cet aspect qui me fascine chez cet ermite, à savoir le fait qu'au fil du temps, il est devenu un personnage plus littéraire que historique. Je voudrais profiter de l'invitation de la librairie boutique Vénus pour rappeler brièvement qui était le personnage historique de Toussaint Cartier, l'ermite de l'île Saint-Barnabé. Je vais ensuite évoquer 3 facettes du personnage littéraire: le veuf inconsolable, l'homme voué à faire son salut et l'esthète séduit par la beauté du lieu. Je conclurai mon intervention en donnant lecture de 2 extraits de textes tirés d'un recueil en préparation, L'œil de l'ermite. On sait peu de choses de Toussaint Cartier, le personnage historique. Un document d'archives de l'époque le décrit comme habitant et faisant les fonctions de solitude sur l'île Saint-Barnabé. L'expression est très belle, hein? Faire fonction de solitude. On peut se demander ce que ça pouvait signifier pour les contemporains. Même son nom pose problème. Il est possible que Toussaint Cartier ne soit pas son identité véritable, mais plutôt un nom qu'il se serait choisi au moment de se faire ermite. Ce qui est certain, c'est que c'était un personnage très discret, qui ne s'est pas confié à ses contemporains, et les quelques documents d'archives qui ont été conservés sont très avares de détails quant à ses motivations, ce qui explique qu'il soit resté une énigme à la fois pour ses contemporains et pour la postérité. Alors, les documents en question sont au nombre de 4. On a d'abord l'acte de cession, qui date du 15 novembre 1728. C'est un document dans lequel le seigneur de Rimouski de l'époque, Pierre Lepage, concède à Toussaint Cartier une parcelle de l'île Saint-Barnabé, à la condition que le solitaire renonce à se marier et qu'après sa mort, la parcelle soit rétrocédée au seigneur. On dispose également d'un autre document de 1728, du 20 avril, qui nous renseigne sur Toussaint Cartier, qui aurait assisté à un mariage à Rimouski, dont il aurait été le témoin, un mariage donc entre Pierre Laurent et Marie Allard. On a finalement un document de la fin de sa vie, de 1764, qui est simplement la confirmation des dispositions qu'on trouvait dans la cession initiale de 1728. Le nouveau seigneur, qui est alors mineur et qui s'appelle Louis Lepage, qui est le petit-fils du Pierre Lepage de 1728, s'assure qu'au moment du décès du solitaire, la parcelle de l'île Saint-Barnabé qu'il occupe lui sera rétrocédée. Enfin, 4e et dernier document, c'est l'acte de décès que consigne le récollet Ambroise Rouillard, qui est le missionnaire qui dessert alors la paroisse de Rimouski, et qui note que Toussaint Cartier a été donc inhumé le 30 janvier 1767. Dans tous les cas, les documents prennent la peine de préciser, sauf bien sûr dans le cas de l'acte de décès, que Toussaint Cartier ne s'est pas signé et qu'il se contente de simplement inscrire sa marque, à savoir une croix, ce qui est la manière habituelle pour les analphabètes de signer les documents à l'époque. Toussaint Cartier, le veuf inconsolable, c'est la première des incarnations littéraires de l'ermite et c'est peut-être la plus célèbre encore à ce jour. On la doit à une écrivaine anglaise qui s'appelle Frances Brooke, qui a séjourné à Québec
peu de temps après la conquête, entre 1763 et 1768. Elle avait en réalité accompagné son mari, qui était un ministre anglican et qui était aussi l'aumônier de l'armée britannique stationnée à Québec. C'est sans doute de cette manière qu'elle a découvert l'existence d'un curieux ermite qui avait vécu pendant longtemps sur l'île Saint-Barnabé, et elle décide d'en faire un personnage de son roman par lettres intitulé The History of Emily Montagu, publié à Londres en 1769, donc 2 ans seulement après la mort de l'ermite Toussaint Cartier. Cette histoire d'Émilie Montagu met en scène un personnage qui s'appelle Ed Rivers, qui est un officier militaire, qui est amoureux de l'héroïne Émilie Montagu et qui décide d'aller à la rencontre de l'ermite sur son île pour découvrir quel est le secret de cette solitude qui l'intrigue beaucoup. Dans un premier temps, Ed Rivers pense que Toussaint Cartier doit être un personnage asocial, une sorte de misanthrope qui déteste ses contemporains, mais il découvre rapidement qu'il n'en est rien, qu'en réalité c'est un homme qui a été terriblement éprouvé, qui a perdu l'amour de sa vie, une certaine Louisa, avec qui il s'était marié contre l'avis de leurs parents, et avec qui il avait décidé de refaire sa vie au Nouveau Monde, en Nouvelle-France. Mais malheureusement, le bateau à bord duquel il s'était embarqué fait naufrage au large de Rimouski. Et la terrible tempête non seulement donc entraîne l'épave au fond du fleuve, mais entraîne même la mort de tous les passagers, à l'exception de Toussaint Cartier, le seul survivant, qui va décider de se retirer dans la solitude pour attendre le moment où la mort lui permettra enfin de se réunir à nouveau avec sa bien-aimée. Alors je vous lis peut-être un court extrait en traduction française de ce roman épistolaire, The History of Emily Montagu, publié en 1769. Donc c'est l'ermite lui-même qui parle et qui dit « Cet affreux spectacle ne sortira jamais de ma pensée. Je tombai sans mouvement sur la terre. Lorsque je revins à la vie, le premier objet qui frappa mes yeux fut le corps inanimé de ma Louisa, étendu à mes pieds. Le ciel me donna la triste consolation de lui rendre les derniers devoirs. Tout mon bonheur est enseveli dans son tombeau. Je fléchis le genou près d'elle, et je fis intérieurement le vœu au ciel de rester dans ces lieux jusqu'au moment où il me rejoindrait à celle que j'avais si tendrement aimée. Tous les matins, je visite la terre qui couvre ses restes précieux, et j'implore le Dieu de bonté de m'accorder la grâce de hâter ma fin. Je sens que nous ne serons plus longtemps séparés. J'irai bientôt me réunir à elle pour ne plus la quitter. » Toussaint Cartier est un homme seul pour faire son salut. Évidemment, la version romanesque du veuf inconsolable proposée par Francis Brooke en 1769 ne va pas faire l'unanimité. Elle va même indigner un certain nombre de fervents catholiques, entre autres Joseph-Charles Taché, écrivain, médecin, homme politique, qui va publier en 1867, 100 ans exactement après la mort de l'ermite, un article dans la revue Les Soirées canadiennes pour réfuter ce qu'il considère comme le pitoyable roman d'amourette de l'écrivaine anglaise. Alors, il y a plusieurs raisons, évidemment, à l'indignation de Joseph-Charles Taché. Il y a d'une part ses convictions religieuses. Joseph-Charles Taché est un catholique fervent qui considère que c'est évidemment presque un blasphème que de considérer qu'un homme comme Toussaint Cartier se soit retiré dans la solitude par simple amour d'une femme, qu'en réalité ses motivations étaient certainement religieuses et que c'est même un modèle à suivre en bon catholique fervent qu'il est. Par ailleurs, Joseph-Charles Taché est lié par sa femme, Françoise Lepage, à Charles Lepage, l'un des personnages qui aurait retrouvé Toussaint Cartier
inanimé sur le plancher de sa maison le 30 janvier 1767. Donc, Taché a l'impression d'avoir, en quelque sorte, dans sa propre famille, grâce au grand-père de son épouse, un témoin direct et privilégié de la vérité historique du personnage singulier qui était l'ermite de l'île Saint-Barnabé. Et en 1867, ce qu'il décide de faire, c'est de publier pour la première fois les documents d'archives qui concernent Toussaint Cartier. Il est le premier à les retrouver et en donner la transcription intégrale. Et il se trouve que dans le document de 1728, on utilise l'expression « faire son salut ». Toussaint Cartier décide de se retirer sur l'île Saint-Barnabé pour faire son salut. Et pour Joseph-Charles Taché, c'est là l'explication, la seule possible, la seule valide, la seule valable. Il n'y a pas à chercher plus loin. Évidemment, ça n'est pas une explication qui est entièrement convaincante, dans la mesure où, à l'époque de Toussaint Cartier, un pape comme Benoît XIV, qui a été pape donc au moment où l'ermite vivait sur son île, considère que si on n'a pas une autorisation expresse de son évêque, on ne peut pas décider de se faire ermite, qu'en réalité, si on décide par soi-même de porter les vêtements d'ermite et de vivre la vie d'un ermite, on est comme une abeille sans reine et qu'à ce titre, on doit être excommunié. Donc, vous voyez que la vocation solitaire de Toussaint Cartier ne va pas de soi, et c'est sans doute la raison pour laquelle il a autant intrigué ses contemporains, comme d'ailleurs la postérité. Alors, je vous propose peut-être de lire un court extrait de ce qu'écrit Joseph-Charles Taché en 1867 dans son article intitulé « L'île Saint-Barnabé ». Cette histoire si simple, si touchante et si belle en elle-même de l'ermite de Saint-Barnabé a été ridiculement exploitée par quelques écrivains qui, sur la foi de la si peu croyable Lady Emily Montagu, ont travesti ce souvenir si intéressant de notre histoire intime en un pitoyable roman d'amourette. L'habitation et le champ cultivé de l'ermite étaient situés vers le milieu de l'île Saint-Barnabé du côté sud, faisant face au village de Rimouski, et il n'y a pas encore bien des années, on trouvait encore quelques arbustes de jardin dont les premiers plants avaient été mis en terre par le pieux reclus. Les recherches faites pour découvrir la tombe du solitaire, sur les indications de M. Charles Lepage, mort en 1846 à l'âge de 93 ans, celui qui était allé le chercher dans sa petite maison de Lille, ces recherches ont demeuré sans succès. La construction successive de plusieurs églises ayant fait perdre toute trace précise de l'exacte situation des choses à l'époque où le père Ambroise déposait son ami dans sa dernière demeure. Toussaint séduit par la beauté de l'île. Alors, le destin très singulier de Toussaint Cartier a vraiment traversé le temps et fasciné non seulement une écrivaine anglaise comme Frances Brooke au XVIIIe siècle ou un Joseph-Charles Taché au XIXe siècle, mais également un écrivain contemporain comme Jacques Poulain en 1978 dans son roman « Les Grandes Marées ». Dans ce roman, le personnage de Marie raconte à Teddy, le traducteur solitaire de bande dessinée, l'histoire de l'ermite de l'île Saint-Barnabé. Ce qui est très intéressant, c'est que la version de Marie s'inspire clairement de celle de Taché, puisqu'elle suppose Toussaint Cartier originaire du lac Matapédia. Mais d'autre part, ce qui singularise cette version de Marie, c'est le fait qu'elle suppose que Toussaint s'est fait ermite non pas pour des raisons amoureuses, comme le personnage de Frances Brooke, ou pour des raisons religieuses, comme dans la version de Taché, mais uniquement parce qu'il avait été séduit par la beauté et le mystère de l'île. Donc, c'est une sorte de variante un peu laïcisée et, si on veut, presque moderne ou postmoderne de la légende de Toussaint Cartier, l'ermite de l'île Saint-Barnabé. Évidemment, dans la fiction de Jacques Poulain, il s'agit pour le personnage de Marie d'interroger indirectement Teddy sur ses intentions. A-t-il comme projet de vivre seul sur son île, comme Toussaint Cartier l'a fait pendant 40 ans au XVIIIe siècle, ou est-ce qu'il envisagerait peut-être la possibilité de partager sa vie avec quelqu'un d'autre, comme Marie, qui est amoureuse de lui? Alors, je vous propose de lire un extrait de ce roman de 1978, « Les Grandes Marées ».
Toussaint Cartier habita durant quelques jours au manoir du seigneur de Rimouski. Un soir qu'ils se promenaient tous les deux sur la grève, le soleil couchant rendit l'île Saint-Barnabé si mystérieuse et si belle que l'étranger fut immédiatement séduit et déclara au seigneur que son vœu le plus cher était d'aller s'y établir pour y vivre jusqu'à la fin de ses jours. Le seigneur acquiesça à son désir et l'aida à se construire une cabane dans l'île. Alors Toussaint Cartier s'installa dans son nouveau domaine, tout seul, avec quelques animaux, un chien et un chat qui s'appelait Mathusalem, murmura Teddy. Il avait décidé de ne pas se marier, continua Marie, sans relever l'interruption. Les gens de Rimouski l'appelaient l'ermite de l'île Saint-Barnabé, et parfois, quand ils regardaient vers le fleuve, ils apercevaient la fumée qui montait de sa cabane. Mais en réalité, cette fumée était la seule chose vivante qu'ils voyaient. Ces 9 leçons de solitude se présentent sous la forme d'un curieux journal de confinement et je vais simplement retenir les 2 dernières leçons, la 8e et la 9e, pour ma lecture. 8e leçon, novembre 2020, séduit par la beauté de l'île et son mystère. Même cette saine philosophie ne saurait à elle seule convaincre de vivre retranché, fût-ce avec beaucoup de recul ou en surplomb. L'éthique ne nourrit pas son homme, l'esthétique importe autant, peut-être même davantage. N'importe quel lecteur exigeant préférera toujours un roman stylé à un roman bien pensant. Je m'égare. Toussaint Cartier ne savait sans doute pas lire, peu importe. Il avait des yeux pour voir, un nez pour sentir, des oreilles pour entendre, Alouette. Il devait bien savoir ce qu'était l'île Saint-Barnabé. Jacques Poulain ne s'y est pas trompé. Dans les grandes marées, il imagine Toussaint ensorcelé par la beauté de l'île et son mystère, au point de vouloir y passer le reste de sa vie. On peut le comprendre. Moi qui habite juste en face, je peux témoigner que chaque soir, beau temps, mauvais temps, été comme hiver, qu'il pleuve ou qu'il neige, le soleil se couche juste derrière l'île. Il y a de quoi vouloir s'y faire ermite, ne serait-ce que pour recueillir quelques paillettes éparses d'or ou mordorées lors d'un crépuscule approximatif et improvisé. 9e leçon, décembre 2020, tout homme est une île. Il se pourrait bien qu'avant le jour de l'an, si le pont de glace finit par prendre, je traverse la baie pour de bon, que je rejoigne l'île Saint-Barnabé pour m'unir à elle, monolithe moussu couvert de mandragore. Faire ce que Toussaint n'a pas su, n'a pas voulu ou n'a pas eu le temps de faire. Couper les amarres qui retiennent l'île au cran rocheux et partir vers le golfe, doubler Anticosti, contourner les îles de la Madeleine, longer Terre-Neuve, devenir océanique. Tout homme est une île, un tout en soi. Dès qu'il part du continent, il part au large. Si une parcelle de terre est emportée par les flots, c'est une perte aussi dérisoire que celle d'un promontoire, équivalente à celle de la maison de tes amis ou de la tienne. La mort de tout homme m'allège parce que je ne fais plus partie du genre humain. Aussi, ne demande pas pour qui sonne le glas, il sonne pour moi, corne de brume en partance vers l'Atlantique.